if I told you things I did before? Told you who I used to be? Would you go along with someone like me? Voilà, et très heureux d'accueillir Claude Kircher. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour, donc, président du comité consultatif national d'éthique et de numérique et directeur de recherche émérite à l'INRIA. INRIA, je pense que vous connaissez, hein, c'est l'Institut national de recherche en informatique, mathématiques appliquées. Ça fait longtemps qu'on fait de l'intelligence artificielle on dit INRIA maintenant, on dit plus INRIA. Claude est aussi président du comité national pilote d'éthique du numérique, hein, qui est placé sous l'égide du comité consultatif national d'éthique. Et justement, il y a un ouvrage qui a récemment été publié par ce comité qui s'appelle « Pour une éthique du numérique ». Donc, éthique du numérique, éthique de l'IA, on va faire ce pont. Merci d'être avec nous, Claude. Hein, et première question, c'est puisqu'on va parler éthique, souveraineté numérique. N'oubliez pas, hein, si vous voulez intervenir à tout moment, n'hésitez pas. Alors, éthique et souveraineté numérique, ça constitue des leviers d'influence, de compétitivité. En France, on en parle beaucoup, hein, souveraineté. C'est un terme qu'on employait comme ça pour faire bien dans les conversations. On sent quand même aujourd'hui, avec ce qui se passe au contexte géopolitique, on l'a vu sur l'AI Action Summit en février, on l'a vu à nouveau là dernièrement à Vivatech, on a beaucoup parlé souveraineté. Et je démarrais avec une question plus originale. Comment tu définis le terme de souveraineté ? Alors, souveraineté, on va en parler juste dans un instant. Je voulais d'abord commencer par remercier pour l'invitation et être parmi vous aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un point important de me permettre justement de parler de ces sujets-là, depuis le numérique, en incluant l'IA, etc. Donc, encore merci beaucoup pour l'invitation. Donc, la souveraineté, en 3 mots, c'est le pouvoir de pouvoir. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on décrète un certain nombre d'attributs dont on souhaite avoir le contrôle, par exemple l'émission de la monnaie, par exemple la justice, par exemple tout ce qui est la force légitime, et l'ensemble de ces éléments-là, est-ce qu'on en a effectivement la capacité à pouvoir les exercer ou pas? Alors, si on peut les exercer, ça veut dire qu'on va avoir la souveraineté, donc être reconnu comme étant typiquement, donc initialement, une nation, et que cette nation, on s'entend par exemple sur les frontières, etc., et sur le type de monnaie qu'on va émettre, sur qui la gère. Et l'ensemble de ces éléments-là, c'est des attributs qu'on va mettre dans une catégorie qui s'appelle donc la souveraineté. Et sur ce pouvoir de pouvoir, donc initialement, on retrouve cette notion-là au travers de la royauté, typiquement Louis XIV en tant que souverain, vraiment se posait là. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, évidemment, ces aspects-là continuent à exister, c'est-à-dire typiquement, quels sont les attributs de souveraineté de la France ou de l'Allemagne ou d'un État X ou Y. Donc, par exemple, on peut dire quelle est la souveraineté de l'État islamique. Est-ce qu'il est reconnu en tant que tel ou pas? Et là, on voit bien toutes les limites. Il ne s'agit pas de décréter, il s'agit ensuite de faire en sorte qu'on ait la capacité, que ces capacités soient reconnues en tant que telles. Alors, ça, c'est quand on réfléchit de façon très générale et originale, au sens historique. Maintenant, ce qu'on souhaite pouvoir faire, c'est comprendre pourquoi ce mot est utilisé aujourd'hui de façon assez différente, parce qu'il peut être utilisé bien sûr pour une nation, il peut être utilisé pour une entreprise. Est-ce que cette entreprise est souveraine relativement à sa capacité à pouvoir fabriquer, pouvoir vendre, pouvoir échanger, etc. Et donc on voit que typiquement quand on se retrouve avec des droits de douane qui sont modulés suivant d'autres souverainetés, on va se retrouver dans des situations qui vont être potentiellement impactantes pour une entreprise. Mais ces éléments de souveraineté autour d'une entreprise, on les retrouve aussi autour des ensembles de concepts comme par exemple les aspects scientifiques. La souveraineté scientifique, c'est-à-dire est-ce que la communauté scientifique est capable, est à même de pouvoir développer des recherches dans le domaine qu'elle souhaite? Est-ce qu'elle est à même de pouvoir les publier?
de les faire connaître? Est-ce qu'elle est en capacité de pouvoir les utiliser? C'est-à-dire que typiquement, moi, en tant que scientifique, j'ai des articles qui sont publiés dans des revues, telles que maintenant, si je veux les relire dans cette revue, il faut que je paye. D'accord ? Donc, comment on va faire en sorte qu'on peut avoir un libre accès, si on pense que c'est justifié, à ce type de connaissances et en faire une richesse, un bien commun. Donc là, on est dans cette catégorie là de souveraineté scientifique. On va imaginer bien sûr quelque chose autour de la souveraineté technique. Est-ce qu'on est à même de pouvoir développer, par exemple, des puces informatiques avec une finesse, des capacités qui sont celles qu'on souhaite pouvoir atteindre? Est-ce qu'on en a les capacités? Est-ce qu'on a les bonnes terres rares? Est-ce qu'on a les bons instruments de gravage? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les distribuer, etc. Donc, souveraineté scientifique, souveraineté technologique, et puis un point important, par exemple, par rapport à ce qu'on discute ici aujourd'hui, souveraineté numérique. Est-ce que sur l'ensemble d'abord, qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est bien sûr tout ce qui va tourner autour de le traitement numérique de l'information, et donc ce traitement généralement automatisé de l'information, comment est-ce qu'il est abondé par les techniques d'informatique, de mathématiques, d'automatique, mais aussi toute la cognitique, toutes les sciences autour de la robotique et les sciences autour typiquement des réseaux, etc. Donc le numérique, c'est pas juste de l'informatique ou des maths, c'est aussi l'ensemble de ce que représente l'impact de ces nouvelles connaissances et technologies sur notre société en général. Donc ça, c'est le numérique. Et donc dans le numérique, et pour le numérique, quelle est la souveraineté? Quelle est typiquement la souveraineté individuelle de chacune d'entre nous? Par exemple, sur vos photos de famille. Vos photos de famille, si elles sont dans une armoire chez vous, sous forme physique, là-dessus, vous êtes souverain, c'est-à-dire vous savez où elles sont, vous savez y accéder, vous savez qui y accède. Si elles sont sur le réseau, est-ce que vous savez où elles sont? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir y accéder dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans et peut-être plus long? Est-ce que qui a le droit d'y accéder? Qu'est-ce qui en est fait? Vous voyez que là, vous avez une difficulté à maîtriser ces données. Et ceci, on le retrouve au niveau individuel, on le retrouve au niveau entrepreneurial, on va le retrouver à tous les niveaux des échelons que j'ai descendus tout à l'heure, depuis la nation jusqu'à l'individu, mais réciproquement de l'individu jusqu'à l'entreprise, la famille, les réseaux d'amitié, mais aussi la nation. Quelle est la souveraineté numérique d'une nation qui n'a pas la capacité à pouvoir stocker les données, gérer ces données qui peuvent être des données à la fois administratives, mais ne serait-ce que le cadastre, si on n'est pas capable de le maîtriser aujourd'hui numériquement, eh bien, comment peut-on avancer sur ce sujet-là? Donc ça, c'est tout ce qui va concerner, la souveraineté. Un mot avant de parler d'éthique, il y a une première question, on va essayer de faire des réponses. La France a-t-elle les moyens d'être le fer de lance d'un numérique européen? Alors je pense que la France a absolument ses moyens, mais ceci dit, il faut les développer, il faut être capable de les mettre en avant, de les partager et d'avoir une vraie stratégie. C'est-à-dire que typiquement, souveraineté, ça sous-tend une autonomie stratégique. Et cette autonomie stratégique que la France a et qu'elle est capable de développer à la fois d'un point de vue scientifique et technologique, comment est-ce qu'elle peut la mettre au niveau européen? Et bien sûr, comment est-ce qu'on fait pour faire ceci en globalisant, comme on l'a fait typiquement pour les aspects monnaie. Donc, quand on a créé l'Europe et qu'au niveau de l'euro, on crée une monnaie commune, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une souveraineté européenne commune qui nous permette de mieux maîtriser les éléments qu'on partage ici globalement?
La difficulté par rapport à l'euro, enfin l'euro, c'est aujourd'hui on est à 27 pays, quoi. C'est un peu ça la difficulté. Question sur l'éthique, Claude. On va beaucoup parler justement de cette éthique, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une certaine on commence à avoir une certaine maturité par rapport à l'intelligence artificielle. Pour les entreprises, quand on parle d'éthique, qu'est-ce qu'elles peuvent en tirer ? Alors, d'abord, l'éthique, c'est quoi ? Je voudrais désambiguer juste un moment le fait que l'éthique, et je prends la définition du dictionnaire de l'Académie française, donc visiblement quelque chose qui est relatif à notre culture française et francophone. En fait, l'éthique, c'est la réflexion sur les conduites humaines et les valeurs qui les fondent, en vue d'établir une stratégie, une doctrine, etc. Et donc, vous voyez, c'est une réflexion. L'éthique, ce n'est pas de la conformité, ce n'est pas un ensemble de règles, d'accord ? L'éthique, ce n'est pas de la déontologie. L'éthique, ce n'est pas du droit, d'accord ? C'est une réflexion sur les conduites humaines et les valeurs qui les fondent. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir aux valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes dans vos entreprises, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, vos salariés, etc. Et donc dans ce contexte-là, comment est-ce que dans les entreprises, quel est l'impact que peut avoir une réflexion éthique sur l'entreprise ? Plusieurs exemples. Premier exemple, je discutais avec une entreprise de 40 000, 50 000 personnes, et en fait, le PDG disait, voilà, j'ai des super contrats, j'ai une entreprise avec une visibilité formidable, mais par ailleurs, les jeunes qui viennent travailler chez nous, les jeunes ingénieurs, qui sont brillants, qui sont super bons, ils viennent là, et ils partent au bout de 3-4 ans. Et j'ai dit, ouais... C'est quoi les valeurs de votre entreprise ? Et là, on sent qu'il faut se mettre à réfléchir, d'accord ? Et donc, pourquoi ? Évidemment, si les valeurs de l'entreprise ne sont pas explicitées ou si elles sont contraires aux valeurs individuelles des personnes, les personnes ne vont pas rester. De la même façon, il y a une responsabilité de l'entreprise relativement à ces enjeux d'éthique et aux valeurs qui sont défendues. Quand on développe des produits informatiques, en fait, on va les vendre, donner la capacité à les utiliser dans un contexte où les clients, est-ce qu'ils vont être d'accord ? Est-ce qu'ils sont associés aux décisions qui sont prises ? Vous savez bien, quand vous développez un nouveau projet informatique pour un client, vous allez prendre des décisions majeures sur la façon dont vous allez modéliser les choses. Et cette modélisation, en fait, elle va inclure des valeurs. Est-ce que ces valeurs, l'entreprise est capable de les expliciter pour ses clients ? Et est-ce qu'elle peut en être fière ? Est-ce qu'elle peut en faire un argument de compétitivité ? Je pense profondément que oui, mais pour ça, il faut avoir développé cette réflexion et l'avoir fait sienne dans l'entreprise. Tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas un point fort qui est partagé par l'ensemble des salariés, des partenaires de l'entreprise, on manque quelque chose, je pense, qui est assez majeur. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a certaines, je vais les reprendre parce qu'il y a Cyril de Polaria qui va, de Cardozo et de la société Polaria qui va nous rejoindre dans un instant, justement pour compléter. On reviendra justement sur les questions sur la Chine, sur Mistral, etc. Il y avait une question là, Claude. Les enjeux environnementaux et climatiques sont-ils inclus dans l'éthique ? Alors, ces enjeux, ils pose des questions éthiques fondamentales. Parce que typiquement, quand on regarde comment le numérique de quoi le numérique a besoin pour pouvoir fonctionner, il a besoin d'abord, et on l'oublie souvent, de compétences humaines. D'accord ? Si on n'était pas là, le numérique n'hésiterait pas. Si on n'était pas capable de continuer à développer ces compétences-là, il n'y aurait pas de numérique. Mais au-delà de ces compétences et donc typiquement d'une éducation, de la formation et des humains qui sont nécessaires pour pouvoir développer ceci, on a besoin d'énergie, on a besoin de matières premières de façon majeure et de plus en plus, vous le savez, au travers de ces centres de calcul qui se développent parce que, et c'est un point important, on a besoin de ces data, c'est-à-dire de ces informations que
nous voyons tous. Hein. Typiquement, je vois un écran, c'est une information. Je vois Frédéric, c'est aussi l'information. Je vois qu'il a une chemise blanche, il a la couleur blanche, qui est une information. Mais tout ça, en fait, on va être amené à le modéliser dans une machine numérique. D'accord ? Et donc, cette modélisation, elle n'est pas neutre du tout. C'est-à-dire que, typiquement, comment est-ce que je représente par exemple cette salle, eh bien, il y a de multiples façons de le faire dans un modèle numérique et y mettre, en fait, de façon volontaire ou pas, de façon consciente ou pas, des points de vue des humains, d'y mettre des valeurs de façon explicite. C'est ça la différence entre information et data ? Alors, là, vraiment, il y a une différence majeure entre les deux. C'est-à-dire que typiquement, l'information, c'est ce qui existe, ce qu'on est capable de transmettre, etc., sous différentes formes. Les data, c'est la modélisation numérique de ce type d'information. Vous voyez que quand je prends une table de ce type-là, eh bien, cette table, je la vois, c'est une information. Comment je peux représenter ces informations ? Je peux prendre une photo, ça va être un ensemble de pixels, d'accord ? Ou alors, ça va être un support argentique. Ou alors, je fais un modèle de ceci. C'est-à-dire que typiquement, je vais faire un plateau, et ce plateau, je vais le représenter en 3D, sa couleur, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est cette modélisation qu'on fait de façon systématique. Bien souvent, quand on est utilisateur de ce type de techniques, on n'y fait même plus attention. Mais en fait, ce que nous manipulons, en particulier avec nos smartphones, c'est des datas. Ce n'est pas des informations au sens primal du terme, mais c'est une représentation de ces informations dans le monde numérique. Et cette représentation, elle n'est pas neutre. Deux questions encore. La première, la différence qu'on doit faire entre numérique et IA. Et puis ensuite, on reviendra un mot sur l'IA générative. Et encore une fois, on reviendra sur les questions un peu de souveraineté autour de Mistral, etc. dans un instant. Alors, numérique, vous avez compris, hein, c'est l'ensemble de toutes les techniques et leurs conséquences sur les usages qui sont incluses dans ce terme-là, qui est un buzzword, mais qui a l'avantage de pouvoir représenter l'ensemble des choses. Typiquement, notez qu'en anglais, quand on dit the digital, ça colle pas bien, d'accord ? C'est pas, ça dirait, alors que le numérique en français, il est passé un peu dans notre langage familier, donc de qualificatif à substantif aux alentours des années 2000, grosso modo. Donc maintenant, quand on parle du numérique, on voit ce que ça représente. Par contre, l'intelligence artificielle, abréviée IA, c'est juste un morceau du numérique. Et ce morceau, il concerne tout ce qui va correspondre au modèle concret des activités humaines qui sont plutôt à visée décisionnelle ou créative. Donc l'IA, c'est des façons de modéliser l'apprentissage, de modéliser les aspects déductifs, donc logico-déductifs, ou de modéliser également les probabilités et les statistiques. Qu'est-ce qu'il faut donc depuis c'est hiver 2022-2023, apparition de l'IA générative. Donc voilà, on est tous un peu impressionnés par le côté un peu magique de ces modèles. Les performances ont quelques mois, au bout de quelques semaines, quelques mois d'usage, on se rend compte qu'il y a aussi pas mal de risques aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens toi aujourd'hui de cette vague IA générative ? Bon, là, on commençait déjà à parler de l'agentique, mais de cette vague, il y a des aspects positifs, négatifs. Qu'est-ce que tu retiens de cela ? Ce que j'en retiens, c'est qu'on est dans une situation extrêmement intégrative de beaucoup de techniques numériques. Et cette intégration, en particulier, une de ces aspects remarquables, c'est l'intégration de ce qu'on appelle les systèmes d'IA génératifs. Dans un système d'IA génératif, il y a tous les aspects gestion des données, des data, d'accord ? Donc, création des data, récupération des data, gestion des data, et ensuite faire en sorte qu'on ait des techniques d'apprentissage, mais pas seulement. On va avoir des techniques d'enrichissement, on va avoir des techniques de modularisation, etc., etc. Donc tout ça, c'est très intégratif, c'est complexe, sans aucun doute, et en fait,
quasiment aucune des implémentations n'est documentée de A à Z et mise à la disposition du public, de la compréhension. Donc aujourd'hui, on comprend bien les grands principes, on comprend peu pour le grand public et pour un bon nombre de techniciens, on ne comprend pas complètement les détails de comment ça a été procédé, combien de paramètres, quelles données d'entraînement, comment est-ce qu'ensuite ça a été mis au point, etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme tu le disais Frédéric, on a vraiment aujourd'hui des systèmes qui sont mis à la disposition de tout le monde, ce qui peut poser aussi questions et qui crée évidemment un certain nombre de risques. Mais ces systèmes, en fait, nous simulent très bien, je dirais typiquement, un dialogue avec un autre humain. C'est une simulation. Donc ces systèmes, et là c'est fondamental, ces systèmes calculent, ils sont basés sur du calcul, ils ne font que calculer. Et ces calculs, en fait, ils nous permettent de simuler, d'avoir des modèles numériques qui simulent complètement, qui simulent bien, on va dire complètement, je vais trop loin, qui simulent raisonnablement bien un certain nombre de systèmes. Je pourrais vous raconter typiquement comment ChatGPT, il y a un an, quand on lui faisait faire la multiplication de 2 nombres à 3 chiffres, hein, ça on sait faire aussi, répondait donnait des erreurs massives et persistait. Et donc aujourd'hui c'est corrigé parce qu'en fait on va utiliser non plus de l'IA générative, non plus de l'apprentissage pour faire une multiplication, mais on va utiliser juste une calculette, un morceau de code qui va faire exactement la bonne multiplication des nombres entiers. Et donc aujourd'hui j'insiste là-dessus sur le fait que c'est intégratif de différentes techniques, que cette intégration elle nous permet d'avoir le sentiment qu'on a un système qui à la fois comprend raisonnablement bien nos questions et nous répond dans un langage qu'on est capable de comprendre dans un délai assez vite, maintenant assez rapide. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces systèmes qui nécessitent, et on le disait juste avant, au niveau environnemental et énergétique et humain, des investissements absolument énormes, en fait, stricto sensu, ils ne sont pas rentables. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont mis à disposition de façon aussi massive et évidemment par les puissances que vous connaissez bien, donc, majoritairement le monde anglo-saxon et surtout US et puis la Chine, parce que en fait c'est un énorme aspirateur à données. Donc dans l'état actuel des choses, l'idée c'est donnez-nous le plus de données, qu'on fasse des datas et qu'à partir de ces datas, on ait le plus d'informations possible sur le monde qui nous entoure. Voilà, donc pour faire court, je peux continuer. Oui, non, mais justement, je vais demander à Cyril, merci Claude, je vais demander à Cyril de Souad Cardozo de nous rejoindre sur scène. Voilà, on peut applaudir Cyril qui nous rejoint. Patron de Polaria. Alors, Cyril, on te retrouvera demain dans ces ateliers. Non, c'est ce matin. Ce matin, pardon. Ah merci, j'avais ça collé. Voilà, merci. Voilà. Donc, la pire entrée sur scène de ma vie. Patron de Polaria, conseil et formation. Il y a un robot, un chatbot qui est d'ailleurs 100% souverain, qui s'appelle Polaria Tech. On en parlera. Puis on verra aussi un petit film. Alors, on va en reparler tout à l'heure. On mettra une petite minute de ce film. On va justement rentrer un peu dans les débats. Tiens, un avis sur la souveraineté de Mistral. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux. C'est vrai que Mistral, vous connaissez évidemment, et depuis 4-5 jours, rumeur, Apple pourrait être intéressé à racheter Mistral. Donc là, on se dit, c'est bien, c'est pas bien. Alors, c'est un vrai sujet. Déjà, on peut se féliciter d'avoir une telle pépite, en tout cas sur le territoire français. Il a participé à une dynamique, en tout cas, importante. Maintenant, justement, c'est tout le sujet, et ça va être l'enjeu de la souveraineté. Si on en reste bloqué à, finalement, se dire que, oui, une société devient quasiment une société d'État, qu'on ne peut plus effectivement potentiellement la revendre, son capital ne peut pas changer, alors ça va bloquer, il y avait une autre question je crois, ça va bloquer une grande partie des modalités de financement. Et comment rendre attractif pour les fonds des startups qui pourraient être bloqués dans leur exit pour des raisons de souveraineté? Exactement, ça va venir du coup naturellement en réduire la valeur. La question c'est plutôt l'écosystème global, et là pour le coup,
à la fois la France est un leader sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais la grande question, c'est les modalités de financement, et là cette fois-ci à l'échelle européenne. À mon avis, en France, en Europe, il n'y a pas suffisamment d'exit par le haut. Les grands groupes ne participent pas suffisamment à des rachats potentiellement de start-up comme peuvent le faire les Américains. On a un enjeu également avec nos bourses européennes qui n'ont pas le niveau, en tout cas, d'attractivité ou de capacité financière qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est ça qu'il nous faudrait, parce que la question, c'est pas est-ce que Mistral va rester ou pas. Ça aura un impact d'ailleurs sur ses clients. Moi-même, nous, on déploie des modèles Mistral. Si son capital change, en tout cas, on n'aura plus, nous, le même rapport. Ça, c'est certain. Mais ça, c'est un sujet d'économie classique. Par contre, ce qui est important, c'est notre capacité à en créer de nouveaux. C'est ça l'enjeu, à mon avis, de la souveraineté. Et puis, Claude, j'imagine, par rapport à cette question-là, l'enjeu de la souveraineté aussi, c'est tous ces biais. Hein. On demande à une IA, on pose certaines questions à une IA américaine, elle nous répond que voilà, l'inventeur de l'aviation, c'est Charles qui le disait hier, c'est les frères Wright. Et puis, si on demande aux Français, là, on a notre réponse plutôt franco-française. Donc, il y a aussi ce biais qui est important d'avoir autour de cette souveraineté. Absolument. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enjeux de souveraineté, ça nous impacte tous dans notre culture. Si on a envie, entre guillemets, d'avoir une culture uniformisée au niveau mondial, ce qui me paraît pas facile à mettre en place, mais en tout cas, par exemple, au niveau occidental, faisons un croix sur notre souveraineté. D'accord ? Mais le jour où on a envie de savoir comment est-ce qu'on maîtrise son smartphone, où sont, je disais, les photos tout à l'heure, etc., pourrait pas. Juste pourrait pas. Il n'y a qu'à voir l'impact qu'a pu avoir typiquement un bug dans le déploiement des nouvelles des mises à jour de Windows. D'accord ? Il y a un bug, ça bloque la moitié de la planète dans ces tâches de tous les jours. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, être souverain, c'est pouvoir avoir la capacité à maîtriser nos données, maîtriser notre culture. Un autre exemple relativement aux IA génératives, quand elles sont entraînées, donc typiquement aujourd'hui les OpenAI, Claude et autres systèmes qui sont entraînés principalement à base de données anglo-saxonnes, en fait, quand on va leur poser des questions autour du droit, elles vont répondre avec des éléments autour de la common law. Mais ce n'est pas la façon dont on raisonne typiquement dans le droit latin ou en France. Donc en fait, on va avoir des biais fondamentaux introduits, ne serait-ce que par quel type de données on va prendre. Et puis d'autre part, il y a les types, c'est-à-dire typiquement des données françaises, des données américaines, des données espagnoles et compagnie, chinoises, etc. Mais aussi le fait que c'est la façon de traiter ces données ensuite, de pouvoir les interroger, de pouvoir en faire un outil. Eh bien, il faut pouvoir le maîtriser. Donc, moi, par rapport à la question qui est posée ici, je pense qu'on a une pépite avec Mistral qui est développée en collaboration d'ailleurs avec le monde anglo-saxon. D'accord ? Il n'y a pas photo. Ils s'en font pas secret et c'est positif. Mais gardons-en la maîtrise. D'accord ? Et en garder la maîtrise, ça veut dire qu'en tant que communauté française, communauté européenne, espérons, on puisse continuer à le développer et à le maîtriser et savoir ce qu'on met dedans et être capable de le forger à l'image de nos cultures, de ce qu'on souhaite en faire et de son avenir. C'est vrai que pouvoir avoir de nouvelles jeunes pousses, c'est intéressant, mais qu'elles soient immédiatement rachetées par des entités qui sont hors de notre souveraineté, ça pose question. Il y a d'autres rachats qui ont été faits comme ça, je pense en particulier à une start-up d'INRIA qui est toujours d'ailleurs magnifique, mais qui a été rachetée par IBM, donc iLog. Et à l'époque, ça voulait dire intelligence logicielle. Et en fait, qui aujourd'hui est complètement sorti de notre capacité et d'interaction, de maîtrise, puisque maintenant elle est maîtrisée aux États-Unis. Et comment, il y a la question numéro 6, là, comment s'assurer que l'IA ne soit pas dévoyée pour une vérité tronquée, Cyril, ta réponse ?
Alors là, la vraie question, c'est ça, c'est la maîtrise de la construction à un moment donné du modèle qu'on a en face de nous. Il y a plein de gens qui se sont amusés à utiliser DeepSeek. C'est un super modèle, pour plein de raisons d'ailleurs, notamment d'efficience énergétique. Bon, si vous lui posez une question de savoir si Taïwan c'est un pays, il aura une réponse qui ne sera pas celle qu'on aurait en France en tout cas. Et ça, on va avoir du mal à le maîtriser si à un moment donné on n'est pas sur des vrais modèles open source. En gros, dans l'IA aujourd'hui, notamment générative, on va avoir ce qu'on appelle l'open weight, c'est-à-dire c'est des modèles dont on a ouvert les poids du réseau de neurones. Et il y a des vrais modèles open source, on en a certains en France, par exemple Lucie, il y a eu mauvaise presse, pourtant la mécanique était la bonne, à savoir mettre à disposition vraiment en open source la manière dont l'IA a été construite, mais aussi les données d'entraînement, sachant que le sujet là, je partage entièrement, c'est que la question de la souveraineté technologique, c'est avant tout, c'est pas le sujet de l'IA, c'est le sujet de la donnée. Et donc, de toute la chaîne de valeur qui conduit à cette donnée. C'est la question, c'est qui maîtrise la donnée. J'ai presque envie de dire que l'IA, c'est après qu'une modalité d'application, ce sont des algorithmes qu'on maîtrise plutôt bien. La question, c'est la donnée. Et là, c'est tout l'enjeu. Moi, je trouve que c'est bien, ces dernières années, tout le monde a découvert le terme souveraineté technologique. On a deux choses qui ont permis ça, l'intelligence artificielle et Donald Trump. Mais en même temps que les gens nous demandent de la souveraineté technologique, nous, souvent, on vient nous voir, et les gens disent « Ah ouais, nous, nos données sont très sensibles, on ne peut pas être sur des systèmes américains ». Mais tout le monde utilise des boîtes mail Outlook, Gmail, on se fait des réunions sur Google Meet ou sur Teams, et les gens ne voient pas la contradiction. On a une problématique, ça ne veut pas dire que le sujet est simple, mais on voit bien que notre dépendance technologique, on l'a construite il y a bien longtemps, et la question en sortir, ça, c'est pas simple. Et ça, c'est aussi, je crois, un enjeu d'éthique, au sens, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, et quels sont les efforts qu'on doit du coup mettre en face. Voilà, et puis je fais un peu de teasing pour demain matin. On aura Quentin Adam de Cloud Temple qui sera avec nous demain matin on continuera à parler de souveraineté. Donc voilà, soyez là. Tu pourras lui parler de Mistral, il a un avis sur le sujet. Voilà, eh bien, on reviendra sur ce sujet. Un dernier mot, la Chine a limité l'usage des réseaux sociaux américains, développé ses propres applications. Est-ce que l'Europe doit faire de même? Oui, on aimerait bien, mais comment? Là, il n'y a pas de secret. Pardon. Mais en tout cas, il n'y a pas de secret. Là, à un moment donné, on a eu le rapport Draghi. Ils m'ont dit tout ça, ça se fait pas sans argent. Il faut, à mon avis, en faire un plan, en tout cas, important. La question, c'est pas non plus tomber dans quelque chose qui serait complètement binaire. On basculerait à n'utiliser que des technologies américaines. Ah, on n'utilise plus du tout de technologies américaines. Non. On peut, par contre, penser nos chaînes de dépendance, commencer à travailler sur nos systèmes critiques, commencer à travailler sur les données qui sont vraiment sensibles, parce que dans une organisation, dans une entreprise, dans une organisation publique, toutes les données ne sont pas au même niveau de sensibilité. Et donc, on peut commencer à travailler sur certaines alternatives et investir. Et Quentin Adam, c'est Clever Cloud, pardon. Je m'étais... Oui. Juste, d'abord complètement d'accord avec ce que tu disais, mais je voudrais insister sur le fait que les aspects éthiques sous-jacents à ces éléments-là, c'est-à-dire quelles sont les valeurs sur lesquelles on souhaite pouvoir construire, se positionner, et bien ces valeurs, on va les retrouver à la fois au niveau individuel, au niveau des entreprises et puis au niveau des nations et des différentes entités qui nous gouvernent. Pensez d'abord à vous. Au fait, le mail que vous utilisez, vous avez réfléchi à comment est-ce qu'il est maîtrisé? Est-ce que les photos que vous échangez, les propos que vous échangez sur ces réseaux, effectivement, c'est très difficile pour moi de les pirater. Mais est-ce que l'entreprise qui gère ces données, pour vous, en fait, est-ce qu'elle y a accès? À ma connaissance, oui. D'accord. Pour toutes celles que je peux connaître. Donc, vous voyez, là, il y a un souci majeur. C'est-à-dire, comment est-ce que nous décidons des outils que nous utilisons, ne serait-ce qu'à titre individuel? Et donc, aujourd'hui, quand on va prendre un système de mail comme Proton, par exemple, là, on va se retrouver avec un système pour lequel la maîtrise, elle repose sur de l'open source, elle repose sur des compétences techniques avancées et sur un partage. Et donc, on se retrouve là avec des décisions qui ne concernent que chaque individu, pour commencer. Et puis ensuite, on va pouvoir l'étendre à comment ça va fonctionner avec une entreprise, comment ça va fonctionner avec un ministère. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de la Santé doit faire reposer ses serveurs et ses services sur des industries et des entreprises qui sont nord-américaines? Alors juste, on rebondit là-dessus, parce que moi je trouve que Claude, il incarne parfaitement ça. C'est qu'on parle d'éthique. N'oublions pas quelque chose, c'est que l'éthique,
Alors moi, je suis un ingénieur de formation. Je me suis toujours entouré autour de moi de gens qui travaillent dans l'univers des sciences sociales, des philosophes, des anthropologues, parce que l'éthique, c'est pas une charte éthique, c'est pas une approche binaire du monde, c'est une approche vivante. Toute organisation, toute entreprise devrait, pour des raisons de sens, effectivement, mais aussi derrière de performance, de motivation, d'engagement, se poser la question quasiment quotidiennement de son éthique. L'éthique, c'est une matière vivante, c'est quelque chose qui doit vivre. Et c'est ce que je pense, Claude, et c'est vraiment ce qu'on doit mettre au centre. L'éthique, c'est pas quelque chose de périphérique, c'est pas un jour dans un séminaire, c'est au quotidien dans nos entreprises. Et on reparlera justement de vos données, un peu comment elles peuvent être exploitées. Ce sera cet après-midi avec Alban là, de Anotherway dans une partie cyber. Messieurs, merci. Un mot, Cyril, à 15h, on pourra voir un film d'une douzaine de minutes fait entièrement en IA. Exactement, généré par... Je crois qu'on en a une minute là, une petite minute de passage. On a le temps, Seb, de passer? Si en régie, vous êtes prêts? Début du 22e siècle. Un siècle après le grand basculement, l'avènement de l'intelligence artificielle a relégué l'ancienne ère au rang de mythe. Mais pour la première fois, une équipe d'anthropologues a mis au jour les vestiges remarquablement conservés d'un mode de vie disparu. Ils l'ont baptisé la civilisation de la distraction. Pendant plusieurs semaines, cette équipe internationale va vivre ici pour déchiffrer les étranges rituels de nos ancêtres. Une civilisation qui, pendant près d'un siècle, a placé au cœur de son existence une relation étrange, presque sado-masochiste, avec ses propres outils. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les ruines d'une usine à cerveau. Un concept fascinant. Au XXe siècle et au début du XXIe siècle, les humains de l'hémisphère nord monnayaient leur temps de cognition. 8 heures par jour, ils s'installaient dans ces vastes enclos, les open space, et s'adonnaient à des tâches cognitives répétitives. Dans cet espace, l'ordinateur était un bloc de plastique et de métaux rares, posé sur un autel. Pour l'activer, l'humain devait accomplir des milliers de clics par jour, pour chasser et capturer des images virtuelles appelées icônes, ou pour remplir ce qu'ils appelaient des formulaires. Et voici leurs outils de travail. Les diptyques sacrés. Le clavier et la souris. Voilà, nos acousticiens pensent que la cacophonie ambiante servait de mécanisme de contrôle social. Le silence d'un individu signalait son improductivité. Voilà, alors vous allez pouvoir à 15h, hein, c'est ça? À 15h, il sera projeté. 15h ici, je crois, c'est ça? Oui, à 15h ici, oui. Ce sera pendant la pause. Si vous voulez rester pendant la pause, vous aurez l'ensemble de ce film qui dure 12-15 minutes. Claude, un mot, et puis... Alors, Cyril, juste un mot sur le film, et Claude va rebondir. Non, notre objectif est de toujours monter à la fois l'état de l'art et en même temps de venir placer des réflexions au cœur de nos productions, et c'est l'enjeu. Et film entièrement réalisé à partir de prompts. Tout ce que vous avez vu là, c'est intégralement généré par IA. Claude? Et donc, ma question unique à vous, mais à toi bien sûr, c'est qui a fait ce film? Le premier qui répond l'IA, je dirais non. La personne qui a fait le film, elle est là. C'est un humain. Celui qui a fait le prompt. Par contre, il a utilisé des outils numériques qui sont absolument remarquables. Par exemple, avec ce qu'on a entendu. Donc, bravo pour cette utilisation de ces outils particulièrement performants. Mais celui qui a fait le film, c'est pas l'IA. Lui. Voilà, et il sera dans la Digital Room. On peut les applaudir tous les deux. Claude, merci. Il y a une crêpe avec, ceux qui veulent poursuivre avec Claude.